Tout d'abord, un grand bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être là. Merci à Laika d'être partenaire du Festival Images. C'est pour nous évidemment très précieux de pouvoir compter sur des décalages horaires entre les différents pays pour régler tout ça. C'est déjà un petit enjeu pour nous. Un autre chiffre peut-être, la plus grande pièce de cette année, elle fait 2000 m². Elle est visible depuis la tour du musée suisse du jeu. C'est une photographie peinte sur gazon par un street artiste. Je viens d'avoir des photos qui sont arrivées début par drone et c'est vraiment impressionnant. On aime les choses en grand. Un autre chiffre encore, les écoles qui vont visiter le festival. On est au 3e jour de festival. On a déjà plus de 250 classes inscrites, ce qui totalise certainement déjà ce jour plus de 5500 élèves qui viendront voir le festival en comptant que les élèves. Donc ça va encore augmenter ce chiffre. On est à peu près, il y a 2 ans, sur entre 40 et 50 000 visiteurs sur 3 semaines, ce qui pour une ville comme Vevey n'est pas inintéressant. Maintenant, une des choses qu'on aime beaucoup faire au festival, c'est de produire des projets, inciter les photographes à travailler sur de nouvelles choses ou inciter les photographes à nous faire une exposition sur mesure pour nous avec un travail existant. Donc Aymeric Puisset a joué le jeu, vous le voyez, en transformant ce lieu pour appuyer son exposition. Aymeric Puisset habite en France et je crois que tu utilises un Leica depuis quasi toujours. Non, pas toujours, mais depuis pas mal de temps. J'ai un partenariat avec Leica France et du coup, ils me prêtent régulièrement des Leica en fonction de mes besoins. Donc voilà, je vais avoir maintenant mon propre Leica. Grâce à ce prix, je remercie Leica pour ça. C'est vraiment ça l'idée du partenariat. Je pense que le mieux c'est que tu présentes un petit peu cette exposition qui groupe qui allie plusieurs séries de ton travail, qui allie aussi ce qui me plaisait beaucoup, une dimension technique, mais une dimension technique au service d'une histoire, au service d'une dimension symbolique. Et puis à propos de la dimension symbolique, quand Aymeric vous aura présenté l'exposition, je vous prendrai encore 3 minutes pour vous présenter l'exposition d'à côté, vu que c'est l'endroit qu'on a choisi pour montrer Aymeric Puisset est vraiment dans une logique liée à l'exposition d'à côté et à la 3e vitrine de cette gare. Et donc c'est comme ça qu'on raisonne quand on prépare nos expositions, quel est le meilleur lieu qui puisse accueillir et qui puisse faire du sens avec l'exposition qu'on veut présenter. Aymeric, je te laisse présenter un petit peu ton installation. Merci beaucoup Stéphano. Alors donc ce projet en fait, donc il y a un projet principal qui s'appelle l'autre rive, qui est un projet que j'ai fait sur les réfugiés, mais j'ai utilisé d'autres projets que j'avais déjà fait pour introduire ce projet, pour venir appuyer le propos de ce projet. Donc déjà, qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur les réfugiés? C'est le fait aussi que je travaille depuis maintenant près de 14 ans au Moyen-Orient. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont des amis qui étaient des combattants avec lesquels j'ai travaillé et j'ai vu au fil des années beaucoup de ces combattants qui ont décidé de partir, de quitter la guerre et qui sont venus se réfugier en Europe. Et en même temps, au début, je me posais la question de travailler sur les réfugiés ou pas, parce que plein de gens travaillent sur les réfugiés. Et puis, en voyant les commentaires qu'on peut voir lorsqu'on lit des journaux en ligne, par exemple, je ne peux pas rester spectateur de ça. Je pense que j'ai mon mot à dire et je pense qu'il faut que j'essaie de changer un peu la vision que les gens peuvent avoir. Et donc la première partie du projet, j'ai voulu montrer d'où est-ce qu'ils viennent. Donc c'est cette vidéo, alors là on la voit pas très bien, mais à la nuit tombée, c'est un plan séquence de 24 heures, ce projet s'appelle Shebab. Donc c'est 24 heures de la vie d'un combattant rebelle en Syrie. J'ai fixé une caméra sur le torse du combattant. Donc l'idée étant d'interroger aussi qui produit l'image de guerre aujourd'hui, puisque la majorité des images de guerre qui sont produites ne sont non plus par des reporters de guerre, mais par les combattants eux-mêmes. Et l'idée de ce projet était aussi de démystifier la représentation qu'on peut avoir autour de la guerre,
de sortir du fantasme qu'on peut avoir autour de la guerre, puisque, en fin de compte, si on regarde dans nos sociétés, la guerre est très présente, que ce soit dans les news, on a des images qui sont principalement basées sur l'événement, le tir, l'explosion, le cadavre, que ce soit dans les films de fiction où sur 1h30 de film, vous allez avoir 1 heure de combat et 1 demi-heure de scène d'amour. Et puis après, vous avez les jeux vidéo où là, on tire en permanence. Et en fin de compte, moi, ce qui m'a marqué quand j'étais sur les zones de guerre, c'est la question de l'attente. Et ces vidéos, c'est un plan séquence de 24 heures. C'est-à-dire c'est une vidéo de 24 heures sans clip, qui est diffusée en temps réel. Donc là, je ne sais pas exactement quelle heure est-il. 6 heures, donc voilà. 17h43. 17h43, donc voilà, là il est 17h43 pour le combattant aussi. Donc si vous repassez plus tard à 23h, vous verrez mieux, il sera 23h pour le combattant. Donc on vit comme ça sa vie pendant 24 heures. On voit qui regarde un truc à la télé, on voit qui dort, du coup on voit le plafond pendant 1h30, après il se retourne sur le ventre et pendant 20 minutes il fait tout noir. Il va faire un tour en mobilette, il nettoie sa Kalachnikov pendant plus de 2 heures. Il fait des blagues avec ses amis, il va cuisiner un truc, il passe aux toilettes, un quotidien en fin de compte. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette attente. Cette attente avec une tension permanente, parce qu'on ne sait jamais si on sera encore vivant à la fin de la journée, parce que surtout avec des groupes de guérilla, à n'importe quel moment il y a un avion qui peut arriver, qui lâche ses bombes et boum, on est mort. Et donc du coup voilà, c'était ce quotidien de la guerre que je voulais montrer dans cette vidéo, et ça m'intéressait de la présenter ici, parce que c'est montrer aussi qu'est-ce que ces gens quittent en fait. Puisque la spécificité de ce projet, c'est que ces réfugiés avec lesquels j'ai travaillé, c'est des gens que j'ai connus avant. Je sais d'où est-ce qu'ils viennent, je sais quel était leur quotidien. Et ce qui m'intéressait aussi symboliquement, c'était par rapport au lieu, puisqu'on est dans la gare ici, c'est un lieu de passage, et donc des gens viennent passent ici un peu à n'importe quelle heure, y compris très tard le soir ou très tôt le matin. Et du coup, j'aimais bien cette idée que les gens puissent passer comme ça alors que l'exposition est fermée et voir la vie de ce qu'on attend. Et puis, ensuite, on va aller sur cette série, la série avec les groupes rebelles. J'ai passé la frontière plusieurs fois, clandestinement. Et ici, donc, c'est ce passage clandestin de la frontière. Alors là, on est parti de Turc, mais vous allez voir, la vidéo dure 5 minutes, donc elle est très courte. Après, vous verrez, ça recommence. Et donc au début, je cours vers la frontière, on aperçoit la frontière avec les miradors, et je passe sous les barbelés, et j'arrive en Turquie. Et en fin de compte, ce passage, c'est le passage que font la plupart des réfugiés syriens qui passent par la Turquie, puisqu'ils ne rentrent pas légalement en Turquie, parce que s'ils rentrent légalement en Turquie, après ils vont être enregistrés en Turquie. Ça veut dire qu'après, s'ils veulent aller en Europe, et qu'ils sont arrêtés, on voit qu'ils sont enregistrés en Turquie, en Turquie. Et donc ce passage, c'est un passage qui est particulièrement dangereux. En plus, il faut savoir que c'était la 3e tentative qu'on faisait. On avait fait 2 autres juste avant, on s'était fait tirer dessus. Et donc, c'est ce passage où voilà, ils sont en Syrie, ils franchissent ce barbelé, ils franchissent cette barrière, et là ils deviennent réfugiés. Vous voyez, c'est ce moment qui se joue à quelques mètres, et là, on devient réfugié. Et donc c'est arrivé au statut de réfugié qui m'intéressait. Et puis ensuite, donc, on va commencer avec cette image, donc, qui n'est pas une image que j'ai faite, celle-là, qui ont fui la misère, qui ont fui la guerre, qui sont partis se réfugier aux États-Unis, et quand ils sont arrivés, quand ils sont rentrés, souvent ils arrivaient à New York, et la première chose qu'ils voyaient, c'était la Statue de la Liberté. Donc je trouvais ça assez intéressant parce que ça nous renvoyait nous-mêmes à notre propre histoire. On va avoir des images, donc un autre type d'images qui vont être des images où on va jouer sur une sorte de catastrophisme, voire de cataclysmique. On va voir des hordes de populations marchant les unes derrière les autres, des gens qui débarquent comme ça sur une plage avec l'idée sous-tendue d'invasion. Donc un imaginaire qui est beaucoup utilisé par les populistes. Et du coup, pour sous-entendre l'idée de peur, d'invasion, etc. Et puis, le 3e type d'image qu'on a, ça va être souvent des images qui se veulent empathiques, on va dire. On voit des gens souvent seuls, dans la nuit, dans le froid, avec une couverture, etc. Mais qui, à mon sens, ont plutôt tendance à faire du misérabilisme. Et j'ai même on voit que cette jeune fille sur une plage pourrait être une réfugiée. Que ce petit couple en train de faire des selfies pourrait être un réfugié. D'ailleurs, ce rouge que vous voyez là, qui tient le téléphone portable ici, c'est lui que vous voyez dans les bras, combattant, je suis assez costaud,
Donc voilà, c'est vraiment les mêmes personnes qu'on retrouve. Donc voilà, des images très banales d'un quotidien. Une petite anecdote assez intéressante aussi, j'avais photographié ce bunker. On était dans une plage tout au nord du Danemark et Sorouche m'avait demandé c'est quoi ces cabanes de pêcheurs qu'il y a comme ça sur la plage. Je lui ai dit mais c'est pas des cabanes de pêcheurs, c'est des bunkers. C'est des bunkers à l'époque où la guerre était chez nous en Europe. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que je pense qu'en Suisse aussi il y a beaucoup de descendants d'Allemands, d'Italiens, de Français qui ont fui la guerre, qui sont venus pendant la Seconde Guerre mondiale se réfugier en Suisse. Comme vous voyez là, qui vivent dans un camp de réfugiés, enfin à l'époque qui vivaient dans un camp de réfugiés dans le nord du Danemark depuis 1 an et demi, en attente d'avoir des papiers. Du coup s'ennuie à mourir parce que c'est un camp de réfugiés qui est en soi très bien fait, confortable, dans un espace très beau au milieu de la nature tout au nord du Danemark, mais qui est très isolé, il n'y a aucune ville à proximité. Et ils adorent les animaux, donc du coup ils ont construit des abris pour les chats, ils nourrissent les chats du camp, etc. Et donc, quand j'étais chez eux, il y a régulièrement des chats qui viennent gratter à la porte pour avoir un truc à manger. Donc voilà, ce quotidien, ces images très banales, des feuilles collées sur un meuble où il y a des mots en kurde et des mots en danois pour essayer d'apprendre le danois. Rien ne le renvoyait à l'idée qu'on peut se faire d'un réfugié, et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et puis ensuite donc, on passe à la troisième partie du projet, où j'ai travaillé avec la seconde génération. J'ai travaillé avec des amis dont un des parents a été un réfugié en France. Donc j'ai travaillé avec 3 personnes, Amandine Mahadi, dont le papa est un réfugié irakien qui est designer aujourd'hui du côté qui habite à Créteil. Qu'on retrouve ici. Donc j'ai photographié là encore dans leur quotidien, c'est encore des images très banales. J'ai travaillé aussi avec Inès. Une manière de travailler pour surtout pas prendre une exposition toute faite et la plaquer ici comme on pourrait l'avoir dans n'importe quel autre festival, et vraiment faire un gros effort d'adaptation d'un projet pour une manière de la montrer ici à Vevey. Et là aussi, je veux remercier Laika qui, en plus de donner un prix à Emmerich, nous a aussi participé au financement de ce genre de réflexion pour arriver à une scénographie qui puisse correspondre au plus près à l'intention de votre lauréat. On a eu le plaisir d'avoir sur scène samedi soir Gülten Baumann, notre directrice, qui a remis le prix à Emmerich. Et puis voilà, il y a ce côté maintenant de voir un peu en 3 semaines comment les gens vont réagir à cette installation. On se faisait la photoportrait, on gardait ces petites pochettes, après on les trouvait plus, on en avait besoin, c'est toujours la même chose. Mais aujourd'hui, tout ça c'est complètement dématérialisé à l'ère numérique. On n'a plus besoin ni du fauteuil de quartier, ni de la pochette, on n'a même plus besoin du tirage, on envoie simplement. Le modèle est complètement chamboulé et nous, ça nous semblait très intéressant d'avoir ces 3 moments, le réel, l'analyse du réel et puis la question Laika, le marché de la photo au-delà du sujet numérique. C'était vraiment le partenariat avec Laika qui nous intéressait d'avoir dans ces 3 arcades. Voilà, ça c'était juste pour un petit peu contextualiser aussi.